Donc aujourd'hui, la Kevin nous avons le plaisir de vous présenter un costume féminin datant de la période post-Second Empire, des années 1870-1880, qui était porté dans le pays d'Auray, principalement lors des grandes fêtes et les grands dimanches. Ce costume se déclinait en deux modes différentes à cette période. On pouvait y trouver la mode à col ici présente et la mode à châle. La mode à châle était portée principalement sur le bord de la côte et aussi dans les grands bourgs comme Auray et Vannes. Et ici, nous vous présentons la mode à col qui était portée par les paysans aisés dans le pays d'Auray. Nous pouvions retrouver des éléments communs entre la mode à col et la mode à châle. Nous allons commencer par vous présenter les dessous. Les dessous, c'était un élément principal qui permettait d'affiner aussi la silhouette. On y trouvait un ou plusieurs jupons. Un premier plus ou moins épais suivant les saisons, et un deuxième qui pouvait être coloré, à motifs rayés, à carreaux, ou uni également. Ce deuxième jupon était de couleur plutôt sombre, car c'est sur celui-ci que les femmes s'asseyaient lors des grandes représentations, et pour éviter qu'on voit qu'il soit trop sale, c'est pour ça qu'elles optaient pour cette couleur. Ensuite, les femmes, suivant les saisons également, pouvaient porter des bas en laine plus ou moins fine suivant les saisons, et une chemise à manches courtes ou à manches longues. Quand celle-ci avait des manches longues, on pouvait y voir un petit col, c'est le petit col qu'on voit sur l'arrière de la robe, et autrement en période d'été, donc c'était une chemise à manches courtes, et c'était un col qui était rajouté par la suite. Pour la robe, donc une robe confectionnée en drap de laine, là on peut y voir deux couleurs différentes, des couleurs marron, verte et des robes grises, noires. On pouvait y voir des robes unies de couleur noire, bleu, bordeaux, avec des motifs à chevrons ou rayés. Sur cette robe, on y voit des rubans de velours d'appliqué. Pour la mode à col, on y voit des rubans sur les manches, sur le bas de la robe suivant l'aisance de chaque famille, et ainsi sur le dos. Donc sur le dos, on y voit une petite forme arrondie qui fait la forme des omoplates, ainsi qu'un petit morceau qui rassemble les deux pièces qui forment l'arrondi. Au-dessus des rubans de velours du bas de la robe et au niveau des manches, nous avons fait des petits plis religieux, ce qui nous permet d'ajuster les robes suivant les morphologies de chacune. Sur ces robes, on y voit un tablier. Donc à cette époque, on y voyait des tabliers en brochet de soie, en soie moirée comme présenté aujourd'hui, ou en soie unie. Ces tabliers étaient colorés à cette époque. Le noir était principalement utilisé pour les familles très aisées. Là, nous avons fait le choix de présenter uniquement une série de soies moirées. Sur la fin de notre spectacle, nous avons des soies brochées, un peu plus sombres. Ces tabliers pouvaient avoir l'application de poches, des poches qui étaient soit de forme carrée, rectangulaire ou avec un petit arrondi, ou pouvait être aussi une petite fente dans le tissu avec une poche en tissu sur l'envers qui permettait de stocker et d'être utile lors des grandes fêtes. Pour les dentelles, donc ces dentelles qui pouvaient être confectionnées en tissu de gaze, de percale, d'organdi, confectionner soit le col si jamais la chemise n'en comportait pas, la coiffe, donc une coiffe appelée jobeline à trois coins et qui descendait sous les mentons et qui était ajustée suivant chaque femme, pouvait être plus ou moins long. Mais à cette époque, elles n'étaient pas plus courtes que sous le menton et le dessous de l'oreille. Donc ces coiffes, on peut le voir sur l'arrière, des petits plis de formés. Ces plis étaient très importants à cette époque pour le rangement de ces coiffes qui étaient assez grandes. Avant le montage, elles formaient des petits plis sur l'arrière, on peut les voir tous de former à cet espace-là. On vous expliquera sur la question suivante les détails des coiffes. Pour le col, donc, là nous avons fait le choix de mettre dans le même tissu, donc qui forme toute l'encolure de la robe, et des petites manchettes, des manchettes qui étaient plus ou moins serrées. À cette époque, on commençait à voir le crochet qui apparaissait et les manchettes qui s'élargissaient. Il fallait au maximum cacher la peau et la chevelure. Donc la chevelure, on y voit un bonnet qui était assez imposant et qui laissait apparaître que quelques centimètres sur le devant. Ensuite, pour les chaussures, nous avons actuellement uniquement des bottines noires, car nous sommes en contact avec différents cordonniers pour justement faire confectionner soit des ballerines plates, des ballerines à talons ou des mocassins avec des petites boucles. À un niveau financier, nous n'avons pas pu encore aboutir jusqu'à ceci, mais à cette époque, il existait déjà des bottines plates qu'on a pu voir dans les différents musées sur la chaussure. Certaines femmes aujourd'hui portent des bijoux
les bijoux étaient un élément très coûteux et très rare qui pouvait se partager en famille. Autrement, on peut voir sur les photos, car c'était le photographe qui prêtait les bijoux. Voilà pour la première partie. Bonjour à tous. Alors, nous avons décidé de répondre à la question numéro 9. C'était pouvez-nous vous parler de vos techniques d'amidonnage et de repassage? Donc, pour ce faire, évidemment, on a choisi de détailler la coiffe que l'on porte, donc 1870-1880. Et on va détailler en 3 étapes. Donc, la première étape, ça va être le lavage. La deuxième étape, c'est l'amidonnage. Alors, à l'époque, on pouvait surtout employer le terme empesage. L'amidonnage est arrivé un petit peu après. Et la troisième étape, c'est le repassage. Donc, pour l'étape de lavage, on va venir faire tremper la pièce, donc ici la coiffe, dans de l'eau avec du savon de Marseille pendant toute une nuit. Ensuite, le lendemain, on va venir rincer au maximum pour éviter qu'il reste un petit peu d'amidon. De temps en temps, on peut aussi faire bouillir la pièce pendant 10 minutes, bien sûr en surveillant. Du coup, pour l'amidonnage, alors on va venir prendre un drap ou un tissu blanc qu'on va venir mettre sur notre table à repasser, donc juste en dessous de la coiffe. Le fer doit être à température moyenne, il ne faut pas qu'il soit trop chaud, mais il ne faut pas qu'il soit trop froid non plus. Et puis, du coup, on peut avoir une petite astuce, c'est qu'on met une bougie blanche enrobée en fait d'un torchon. Ça va permettre à la semelle du fer de mieux glisser. Donc, on passe une fois sur ce fameux torchon, on repasse sur le drap et ensuite on peut repasser la coiffe. Donc, ça c'est pour le repassage. Pour l'amidonnage plutôt, on va venir prendre de l'amidon qu'on aura préparé au préalable. C'est une texture qui va être plutôt crémeuse. Elle est d'ailleurs un petit peu plus crémeuse que sur nos coiffes 1900 qu'on a plutôt l'habitude de porter, puisque le tissu est quand même assez plus compact. On va venir étaler du coup avec nos mains de façon assez uniforme. Il faut que les fibres soient bien imprégnées. On fait cette opération sur absolument toute la coiffe. Puis ensuite, on va venir mettre à sécher. Alors, il faut un temps assez approprié. Plus le temps sera humide et plus ça mettra du temps à sécher, bien sûr. Et on va essayer de venir la mettre à sécher de façon la plus ouverte possible pour respecter la forme en fait finale. Pour le repassage, comme je le disais juste avant, on va prendre un tissu ou un torchon blanc qu'on va bien mettre en dessous. On fait bien attention à ce que le fer ne soit pas trop chaud. Et on va commencer par toute la partie rectangle devant. Alors il faut faire attention de bien placer la coiffe afin qu'elle soit la plus symétrique possible et qu'on ait de jolis angles droits. Donc, une fois qu'on a fait tout ce rectangle, on pense bien également à bien repasser le carré qui est juste ici, qu'on aura bien amidonné au préalable puisqu'il y a plusieurs couches de tissu sur celui-ci. Donc on insiste un petit peu plus sur le carré lors du repassage. Ensuite, on va venir passer au bas-volet, donc toute la partie en bas de la coiffe, puis on passe à la partie chignon. On insiste également sur toutes les parties où il y a un petit peu plus de couture. C'est ce qui va faire que la coiffe sera un petit peu plus rigide lors du montage. Une fois que ça c'est fait, on va passer aux plis que vous pouvez voir à l'arrière des coiffes. Alors on commence par les plis qui vont être juste ici. En fait, on forme un triangle pour bien partir droit. Puis on va plier la coiffe en deux afin de former ce pli-là et celui-ci. On va venir également former ceux qui sont de chaque côté. Alors ceux-là, en fait, lors du repassage, ils vont être formés en extérieur, sauf qu'ensuite on va retourner la coiffe, et donc on verra que ça fera des plis intérieurs. Voilà. Et ensuite, donc, on fait les plis qui vont être extérieurs de chaque côté. Une fois que ça c'est fait, on va venir l'entreposer à plat. Ce qu'on peut faire également, c'est mettre un livre dessus, le temps qu'elle finisse de sécher. Ça évitera à la coiffe de gondoler plus tard. Et donc on peut en fait la plier, faire une forme d'accordéon pour pouvoir la poser assez à plat, puisqu'elle est quand même assez conséquente. Et donc une fois que tout ça c'est fait, la coiffe va être prête à être montée. Merci.
Merci beaucoup pour vos présentations. Une petite question du coup sur le montage de la coiffe, puisque on est resté sur notre fin là. Du coup, au niveau de la forme de la coiffe, c'est fait directement sur un modèle vivant, en mettant des épingles. Comment vous finissez de cette coiffe qui est à plat à la coiffe que vous avez sur la tête? Donc du coup, une fois qu'on prend la coiffe qui est finie d'être repassée, justement, avec tous ces petits plis, on la retourne. Une fois qu'elle est retournée, hop, on a le lacet qui se retrouve à l'extérieur. Et donc une fois le lacet à l'extérieur, on va pouvoir positionner la coiffe sur la tête de la fille. Et avec leur coiffure, on voit une raie de milieu. Il faut positionner le pli qui se trouve ici au niveau du milieu de la tête pour que ça soit symétrique. Et après, on va pouvoir serrer le lacet pour ajuster suivant le chignon de chaque fille. Et une fois que ceci est fait, on va pouvoir faire le repli du devant, qui est ajusté aussi suivant chacune. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas préparer une série de coiffes toutes identiques, c'est vraiment suivant les têtes de chacune. Et après, on ajuste aussi sur les côtés avec les épingles, on en a une de chaque côté, qui permet d'ouvrir plus ou moins la coiffe et de la lever un petit peu pour que ça soit bien aux formes des différentes têtes. Et les 3 points alors? Donc alors, le pli du milieu, c'est le coin central. Et après, on forme un pli de chaque côté qui est au niveau de l'extérieur de l'œil, donc comme repère. Et après, au fur et à mesure des années, sur les autres coiffes qui suivent, le coin il se rapproche un petit peu du milieu. C'est pour ça qu'après, sur les dernières modes, on voit qu'il y a le coin qui a disparu. D'accord, merci beaucoup. On avait une petite question sur les cols. On voulait savoir quelle était la matière des cols. Parce qu'on a vu par rapport au dossier qu'il y avait de la toile à beurre, de la mousseline, donc on voulait savoir qu'est-ce que c'était. Donc nous, là, pour ces reconstitutions-là, on a essayé de trouver un tissu qui se rapprochait au maximum des tissus utilisés. C'est la toile à beurre qu'on a retrouvée, qui est quand même un tissu assez épais, mais qui reste assez fin quand même pour pouvoir prendre les formes pour les coiffes et également pour les cols. Pour les cols, par contre, on a trouvé certains qui étaient en gaze, mais la gaze est quand même un élément plus fragile, donc c'est pour ça qu'on a fait le choix vraiment de faire les coiffes et également les cols dans de la toile à beurre. En coton pour que l'amidon prenne bien sur ce tissu. Et une petite question supplémentaire. Sur les bandes de velours qui sont sur les costumes, ils sont toujours sur le bas, enfin c'est toujours la même hauteur ou vous avez d'autres... Alors là, on a fait un choix, on va dire uniforme. Sur toutes les robes, elles sont environ à la même hauteur du bas. Mais sur les différentes photos qu'on peut avoir, elles pouvaient des fois être juste 1 cm au-dessus du bas de la robe. Et ce ruban mesurait entre 6 et 8 cm à cette période-là. Et c'était importé du secteur de Lyon. Et du coup, on peut voir, sur le bas, quand les femmes en portaient, c'était vraiment assez bas, proche du sol. C'est qu'elles avaient les moyens aussi de pouvoir le changer par la suite. C'était montrer un signe d'aisance et qu'il puisse être changé aussi. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous.